15 h, bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Ismaël Omar Guelleh a regagné dans l'après-midi d'hier la capitale après avoir participé au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe qui s'est tenu à Tunis. Vous entendrez le chef de la diplomatie djiboutienne qui nous fera le compte rendu de ce sommet. Le Royaume-Uni qui se trouve dans l'impasse ce mardi à 10 jours de sa sortie de l'Union européenne après le rejet hier soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord du Brexit du gouvernement. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné dans l'après-midi hier le pays au terme de sa participation au 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe qui s'est tenu dimanche à Tunis, la capitale tunisienne. La participation du président de la République à ce sommet a essentiellement été marquée par l'intervention qu'il a faite à la tribune de cet événement. Dans ce discours, le chef de l'État avait formé le vœu d'un prompt règlement des problématiques à l'heure du jour dans le monde arabe, notamment la Syrie, la Libye, le Yémen, le Soudan et la Somalie. Il avait aussi souligné que la cause palestinienne devait rester une préoccupation majeure de l'organisation panarabe. À noter également que le chef de l'État avait dédié un autre volet de son allocution à la nécessité pour la communauté arabe à demeurer intransigeante sur l'appartenance et la souveraineté syrienne du plateau du Golan. Outre sa participation aux travaux du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe, le président Guelleh s'était également entretenu en aparté avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La paix dans la région, la situation actuelle au Yémen et en Somalie, ainsi que l'appui constant fourni par la République du Djibouti en faveur de la stabilisation de cette partie du monde ont longuement été évoqués au cours de la rencontre entre le président de la République et le secrétaire général des Nations Unies. Le compte-rendu de la participation du chef de l'État à ce 30e sommet de la Ligue arabe nous est fait par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. De la Ligue arabe s'est tenu à Tunis en présence de nombreux chefs d'État arabes. Ce sommet intervenait dans un contexte très difficile. Plusieurs crises étaient à l'ordre du jour de ce sommet, notamment la crise syrienne, yéménite, également libyenne. Les pays arabes continuent tout de même à se rencontrer, les chefs d'État arabes, et à essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes qui sévissent dans le monde arabe. Bien entendu, cela a été l'occasion aussi d'écouter, d'entendre les différents envoyés spéciaux qui, au nom de la Ligue arabe, au nom des Nations unies, s'occupent de ces crises. Je crois que la convergence de vues s'est faite sur le fait que, sur la crise syrienne, par exemple, la solution politique était nécessaire maintenant. Et que sur la question yéménite également, il était important de rappeler l'initiative des pays du Golfe pour la résolution de cette crise. Et enfin, les pays arabes ont unanimement condamné la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan et que le Golan était une terre arabe syrienne. Le président de la République, en marge de ce sommet, a eu l'occasion d'avoir des entretiens avec un certain nombre de ses homologues, notamment le vice-président soudanais, le secrétaire général des Nations unies et quelques chefs d'État, afin justement de s'entretenir avec eux des meilleurs moyens ou des voies et moyens d'essayer de résoudre toutes ces crises et surtout de faire avancer les dossiers bilatéraux. Nous avons eu l'occasion également d'entendre des représentants de l'Union européenne. Madame Mogherini était là, a fait un discours remarqué. Le sommet également a eu l'occasion d'entendre M. Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, dans le cadre du partenariat arabo-africain. Nous avons également pu discuter des questions économiques, puisque le sommet arabe ne se focalise pas uniquement sur les questions politiques. Et ces questions économiques ont été traitées par un conseil économique et des affaires sociales qui s'était tenu un jour avant le sommet. Globalement, je crois que les résultats de ce sommet sont positifs. Et l'occasion pour les chefs d'État arabes de se rencontrer une fois par an est également une bonne chose, puisque beaucoup de divergences et beaucoup de crises peuvent être résolues à travers ce dialogue
Et à l'issue de ce sommet, de ce 30e sommet, un communiqué important a été adopté afin de, surtout sur la question du Golan, les pays arabes ont décidé d'aller vers le Conseil de sécurité des Nations Unies pour porter plainte contre la décision de l'administration américaine. Et ensuite, si au Conseil de sécurité, cette plainte était reçue avec un veto, je crois que l'Assemblée générale sera la prochaine étape et la Cour internationale de justice. Globalement, le président de la République a aussi, dans son message qu'il a adressé à ce sommet, a insisté sur ces fondamentaux et surtout a appelé les pays arabes à être encore plus solidaires afin de faire front commun et de se solidariser face à je dirais, cette situation et surtout ces tentatives de déstabilisation que l'on constate un peu dans certains pays arabes. Et il est clair que ces tentatives ne sont pas seulement internes, mais viennent souvent de l'extérieur de ces pays-là. Également dans l'actualité, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ont procédé ce matin au lancement de la cérémonie de la 2e édition de la compétition intitulée Olympiade des métiers. L'événement s'est déroulé à la salle de la Corniche en présence des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités publiques, à commencer donc par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Moussa Mohamed, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que de plusieurs chefs d'entreprise et différents hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. Son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale. Puis la cérémonie donc a démarré par un défilé de plusieurs centaines d'élèves issus d'une douzaine d'établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle de la capitale et des régions de l'intérieur. À noter que cette seconde édition de la compétition regroupe 10 établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour présenter 10 métiers reflétant les différentes filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre donc de l'Éducation nationale a félicité les hauts cadres de la Semaine nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour sa part, le Premier ministre s'est dit extrêmement satisfait des démonstrations des élèves apprenants qui ont fait preuve de haute technicité, de compétences et qualifications de haut niveau. Il a également rappelé donc l'objectif et l'importance sur l'accès à la réussite des métiers de l'enseignement technique, de la formation professionnelle dans la marche du travail. Dans le reste de l'actualité, une importante délégation parlementaire conduite par le président
de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est rendu sur le site de gravure rupestre le plus important du pays. Il s'agit du site d'Abourma, situé donc à Tadjoura, sur le massif de Makalatsu, de la région de Tadjoura. Ce site donc recèle d'un art rupestre de la préhistoire. Il livre sur près de 3 km de gravure rupestre, une variété de thèmes qui traduisent les comportements, la stratification sociale et l'organisation d'une vie pastorale disparue. Eh bien, les parlementaires et les scientifiques d'IRA ont visité le site qui comprend environ 930 panneaux gravés répartis sur 1500 mètres sur les falaises à l'ouest d'Anoued. Ils représentent donc principalement des animaux mais aussi des hommes en action. L'objectif de cette visite était de renforcer la mise en valeur de notre patrimoine, archéologique et historique. Aujourd'hui, avec la délégation du Parlement et l'arrivée de la RTD, ce site, je pense qu'il sera beaucoup plus connu du grand public quand les gens vont découvrir, parce que depuis quelques années, ils ont l'habitude de voir que le site du Gobad et d'autres sites. Mais à Boulma, jamais la RTD n'est venue ici pour justement le montrer et présenter le côté exceptionnel. Parce que n'oublions pas, Abourma est un site exceptionnel au niveau de toute la République du Djibouti en ce qui concerne les gravures rupestres et même, comme le disent les gens qui ont travaillé sur le site, dans la Corne de l'Afrique. Bien évidemment, oui, c'est un atout. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de sauver ces sites petit à petit, comme nous avons déjà engagé pour ceux du Gobad, notamment à Haïdelou et Baragoli. Donc nous essayons, selon nos moyens, de préserver ces sites en fonction de nos moyens. Je tiens à remercier les parlementaires et bien sûr le président de l'Assemblée qui est à leur tête et qui nous a toujours soutenus et qui de toute façon est le parrain de l'archéologie depuis quelques années. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. En voici une. À Abourma, un site, c'est l'art rupestre. Donc c'est un site exceptionnel et nous avons découvert ce matin. Nous avons découvert en fait l'art rupestre, donc un site exceptionnel et ça valait le coup donc, de venir jusqu'ici. Je remercie infiniment donc, cet institut qui a organisé tout ça. Et la présence aujourd'hui, proprement dite, des parlementaires et de moi-même sur ces sites permettra donc de mettre en valeur déjà les sites. Et nous voulons maintenant donc, jouer notre rôle auprès de l'exécutif pour sensibiliser les politiques sur la question d'archéologie et pour que cette institution, donc l'Institut de recherche archéologique et historique, soit mis en valeur parce qu'il lui faut des moyens, parce que ces sites, il faudra les préserver, il faudra les protéger. Donc pour cela, il faudra des moyens. Donc l'Institut, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas ces moyens, selon donc, les discussions que nous avons eues avec le directeur. Et je sais que le président de la République tient beaucoup aussi sur ces sites, d'où aussi mon déplacement, parce qu'il y a une réelle volonté politique pour protéger donc, les sites archéologiques sur l'ensemble du territoire. Et le site à Abourma, c'est un site exceptionnel, mais avec un accès très difficile. Et nous invitons maintenant l'Institut de nous faire une présentation donc, au Parlement, que l'ensemble des parlementaires soient briefés sur cette question et pour qu'on puisse après donc, nous pousser l'exécutif à mettre en place donc, le moyen nécessaire pour que cette institution fonctionne à part entière et que ces sites et d'autres sites donc, à travers le pays soient préservés. C'était les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, lors de cette visite sur le site de gravure rupestre, donc le site d'Abourma. Écoutons à présent les réactions, une réaction d'ailleurs que notre équipe sur place a pu recueillir. Abourma est un site exceptionnel par plusieurs aspects. D'un point de vue déjà au niveau quantité, il est impressionnant.
nous avons parcouru à pied la distance sur laquelle il y a des gravures. Les thématiques abordées, la première grande thématique, c'est le chien, l'introduction du chien dans les scènes de chasse, avec en compagnie de petits personnages. Ils chassent des antilopes. Et c'est un fait nouveau dans la République de Djibouti et ça pose aussi la question de la domestication du chien. On a retrouvé des scènes de capture de bovinets à l'aide de l'assaut. Ça aussi, c'est très important. Il y a aussi, en fait, les représentations de bovinets. Il y a des différents styles qui sont représentés. On a le style Dora. C'est en fait une représentation particulière des bovinets qui a été définie à partir du site de Dora très récemment. En fait, les caractéristiques sont que les bovinets sont représentés de profil, avec la tête de profil, et tous les membres sont représentés sans les sabots par contre, et les cornes sont vraiment très stylisées, très longues. Dans le reste de l'actualité, un atelier de formation au profit des agents de la collectivité territoriale s'est achevé jeudi à la mairie de Djibouti. La session de formation a permis au public cible, composé d'élus locaux de la capitale et de techniciens, de mieux appréhender les défis. Eh bien, l'événement est venu couronner une formation de 2 jours dans les différents modules portés sur la gestion urbaine, administrative, financière et sociale des sols et espaces publics dans les collectivités territoriales. D'égale importance donc sont l'exploitation optimale des potentialités locales et la promotion de la bonne gouvernance au service d'une plus grande efficacité et proximité de services publics dans les collectivités territoriales. Félicitations. Les participants désignés pour cette formation sont amenés à rédiger dans leur quotidien professionnel de courrier de notre service, procès-verbaux, comptes rendus, rapports, communiqués de presse, etc. Autant de documents dont les règles et techniques de rédaction diffèrent. La rédaction administrative n'est pas une chose aisée si elle n'est pas enseignée, car l'écriture n'est pas la simple traduction de la parole, mais un langage diffère qui répond à des exigences. À l'étranger, cette fois, le département américain de la Défense a annoncé hier la suspension des livraisons de matériel lié à l'avion de combat furtif F-35 destiné à la Turquie. Il s'agit de la première mesure de rétorsion américaine depuis qu'Ankara a décidé de s'équiper d'un système de défense antimissile russe. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a refusé de renoncer en juillet prochain. Et le Royaume-Uni qui se trouve, je le disais en titre, dans l'impasse ce mardi à 10 jours de sa sortie de l'Union européenne après le rejet hier soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord du Brexit du gouvernement. Après avoir rejeté 3 fois l'accord conclu par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles et voté la semaine dernière contre 8 propositions parlementaires pour tenter de trouver une solution, les élus ont rejeté les nouvelles options d'initiative parlementaire qui leur étaient présentées. Le Parlement a une nouvelle fois échoué à trouver une majorité claire pour chacune des options présentées. C'est ce qu'a réagi donc le secrétaire d'État au Brexit. Rappelons que la position légale par défaut est que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 12 avril sans accord. La première ministre Theresa May doit formuler un nouveau plan d'ici au sommet européen exceptionnel convoqué le 10 avril si elle souhaite éviter au Royaume-Uni une sortie de l'Union européenne sans accord au soir du 12. Elle n'a pas renoncé à présenter une 4e fois son accord de divorce aux députés. Et la Cour suprême du Venezuela, contrôlée par le régime du président chaviste Nicolás Maduro, a demandé hier la levée de l'immunité parlementaire du chef de file de l'opposition Juan Guaidó, un rebondissement aux conséquences imprévisibles dans un pays plongé dans le chaos. La Cour suprême et l'Assemblée constituante sont jugées comme acquises au pouvoir en place par l'opposition
Tous leurs membres y ont été désignés par le chavisme du nom du défunt Hugo Chavez. Il est reproché donc à l'opposant, qui est le président du Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos chaînes.